C'est de baser son travail et même ta vie en général plus sur la discipline que la motivation. Ok. C'est-à-dire la motivation, c'est quelque chose qui est temporaire. Tu vas regarder un film, tu vas regarder Rocky, demain je vais aller courir. Si tu regardes pas Rocky la semaine prochaine, tu n'auras peut-être plus envie de courir. Alors et souvent, la motivation aussi, souvent, c'est quelque chose d'extrinsèque. C'est pas de toi. Tu es motivé par un personnage, par une musique, par un film, alors que la discipline, c'est toi face à toi. Ça veut dire, comme l'a dit Kobe, moi, j'ai signé un contrat avec moi-même. Et ça, c'est la discipline. C'est-à-dire que même quand j'ai pas envie d'y aller, il faut que j'y aille. Monsieur Joël Bourema, bonjour. Tanguy, bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Bon, très bien, très bien. Je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Est-ce que toi, tu te définis comme un ambitieux? Ouais. Ouais. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Ouais. C'est quoi ton ambition ultime, ton but ultime dans la vie? Dans la vie, là, c'est même plus large que le business, on va dire. Je dirais inspirer les autres. Ouais. Si on parle au sens large. Hors business, et c'est ce que j'essaye de faire déjà maintenant par mes actions, et même professionnellement parlant, j'entends, je veux être pris comme un exemple, qu'on se dise qu'en me voyant, c'est possible, lui il l'a fait, il est comme nous, il vient de là d'où on vient, donc c'est quelque chose qui est atteignable, et après je le fais aussi là de plus en plus par rapport aux livres que j'ai écrits, où j'interviens dans les écoles, lycées, centres de formation, les centres sociaux, éducatifs, MJC, là où je peux aller parler, là où je peux aller communiquer justement cette ambition, j'y vais. Ok. Ton livre s'appelle Tout donner, c'est ça? Toujours tout donner. Toujours tout donner. Ouais. Mais à quel moment tu considéreras que tu as atteint ce but-là? Sur quel KPI tu vas utiliser pour dire c'est bon, là je suis arrivé? Ça, je sais même pas si je peux le quantifier ou si à un moment je peux dire j'y suis, parce que ça, quand tu l'as et quand c'est quelque chose que tu as en toi, je pense que c'est quelque chose que tu continueras à faire jusqu'à ce que mort s'en suive, je pense. Ouais. D'accord. Mais il n'y a pas un objectif ultime où tu te poses et tu te dis, voilà, moi, je veux... Parce que nous, le nom du podcast, c'est Kalimandjaro, en référence au Kilimandjaro, qui est la plus haute montagne africaine. Et on dit que il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Ouais. Donc, je me dis, il faut que tu atteignes un objectif là. Et c'est lequel? À quel moment tu te dis, je suis arrivé en haut de la montagne? Si déjà dans mon domaine, je peux être reconnu comme le coach, là par rapport à la France, en tout cas dans un premier temps, le coach référence en France. Maintenant, je me suis exporté aux États-Unis. Pourquoi pas aller le chercher aussi aux États-Unis, ce titre? Et là, je reviens moi justement sur différentes choses sur l'Afrique. Pourquoi pas aussi aller le prendre aussi en Afrique? On prend les ceintures là où, tu vois, c'est comme les champions. On essaye d'aller représenter le top partout là où on peut le représenter. Ok. Et effectivement, toi, t'es coach, donc coach sportif. Mais à quel moment, tu vois, comment est-ce que tu considéreras que je suis ce coach-là? Parce que pour moi, quand on te regarde, on te dit, bon, t'as quand même pas mal de ceintures. Quelle ceinture il te manque? Ouais, mais là, non, là, j'ai pas encore les ceintures, en fait. Là, mon nom, il tourne. Là, je suis, tu vois, un combattant qu'on connaît, qu'on reconnaît, mais j'ai pas encore décroché les ceintures. D'accord. Ouais. C'est quoi les ceintures, alors? Les ceintures, je sais pas, je peux même pas te le décrire, puisqu'en fait, dans mon domaine, il y en a pas encore de personnes qui ont eu ça. Mais on va dire, par exemple, avoir un livre, si, peut-être, c'est une de mes ceintures. Okay. Tu vois, au niveau du coaching, en France, en tout cas, il n'y a pas 15 000 coachs qui ont pu faire ça. En tous les cas, comme moi je l'ai fait, très souvent quand tu te réfères à des livres de coach, c'est des livres d'exercices, de séances, de programmes. Là, moi justement, j'ai voulu aller au-delà de ça parce que je pense que mon histoire, elle motive beaucoup plus que si je te donne une séance de stars ou de people, etc. Et ça a été même un petit fight avec mon éditeur qui, lui, voulait du bling-bling, voulait de la séance. Et moi, j'étais à l'opposé, plutôt vouloir raconter mon histoire pour justement aller toucher le plus de monde possible et motiver. J'étais déjà dans cette démarche d'aller chercher à motiver un maximum de personnes. Donc, avoir son livre, déjà, ouais, je pense que ça m'a fait passer dans une catégorie
où il y en a peu de coachs. Ouais. Et on va continuer à les gravir. Maintenant, c'est vrai que là, tu me demandes à quel moment moi je le saurais. Je sais même pas si à un moment je le saurais, parce que je compte pas m'arrêter en fait. Tu vois, je sais pas, dans mon monde, dans mon milieu, c'est dur de le quantifier et de mettre de pinpoint, tu vois, ton moment. Parce que moi, j'ai commencé dans le coaching, on voit que là, bah, je suis à la télé et j'essaye vraiment de faire un truc à l'américaine où moi, je veux être reconnu bah, partout. Même si ma base, c'est le coaching, je veux être une figure, tu vois. Ok, d'accord. Ça, je comprends. Parce que moi, dans mon idée, les grands coachs, par exemple, ceux qui ont accompagné les Tyson et autres, on les reconnaît par rapport au succès des personnes qu'ils accompagnent. Et si tu prends, toi, dans ta carrière, le César d'Omar Sy, que tu as accompagné, bah, c'est une ceinture aussi pour toi. Si tu prends un mec comme Kanye West, qui est un des rares milliardaires du monde de l'entertainment et particulièrement de la musique, c'est aussi une ceinture. C'est pour ça que je me dis, est-ce que il faut que tu coaches un président de la République? Tu vois quelqu'un qui devient président pour te dire, bon, bah, ça y est, là, j'ai cette nouvelle ceinture, ou bien... Non, mais toi, de l'extérieur, tu le vois comme une ceinture, mais moi, je te dirais, le jour où j'aurai ma ceinture, c'est le jour où j'aurai mon César, tu vois. Toi, ton propre César? Bah ouais. Ah! Par exemple. Ouais, je vois ce que tu Là, dis. j'ai ma ceinture. Ouais. Là, j'ai accompagné quelqu'un qui a eu sa ceinture. Ah. Comme tu l'as dit, je suis le coach, et je suis dans l'ombre. Le mec qui a entraîné Mike Tyson, il n'a pas eu la ceinture de Mike Tyson. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il était derrière lui, il l'a aidé. Mike Tyson peut le remercier autant qu'il veut, mais il n'aura pas la ceinture chez lui. Donc moi, j'estime pas avoir la ceinture à la maison encore. Ok. Donc j'accompagne, et ça c'est très... pour moi, j'apprends beaucoup justement d'accompagner ce genre de personnes-là parce que je vois le chemin justement qu'il faut prendre pour aller les chercher, ces ceintures. Et voilà, et on va être sur la voie pour aller la chercher, quoi. Donc, parce qu'une fois quelqu'un t'a posé cette question et je me suis dit, tiens, c'est un peu déplacé. Dans une interview, on te demande, est-ce que ça te fait pas mal d'être dans l'ombre et est-ce que t'as pas envie à un moment toi-même de briller? Là, ce que t'expliques, c'est qu'effectivement, toi, tu peux pas te contenter d'être le coach de quelqu'un. Et il faut que tu sois toi-même ton propre produit. Il faut que je sois quelqu'un. Voilà, le quelqu'un, tu vois. Tu sois le quelqu'un, c'est ça. Le coach de quelqu'un, bah, moi, je vais être le quelqu'un. Et ça passe par le cinéma? Du coup? Pas forcément. Non. Okay. Là, je te donnais cet exemple parce que tu me parlais d'Omar Sy. Mais ouais, les titres, il faut que j'aille les chercher moi. Il faut qu'ils soient à mon nom. Parce que sur le César ou sur les disques d'or de Kanye, il n'y a pas mon nom. Tu vois? Non, mais c'est intéressant. Du coup, la question qui va se poser, c'est dans quelle industrie on va te voir? Et ça, c'est vrai que quand j'ai écouté la plupart de tes interviews, on ne sait pas encore où tu vas. On a compris ce que tu as fait, ton parcours, et ça, j'invite les auditeurs à aller écouter les podcasts que tu as fait pour comprendre ton parcours. Mais où est-ce que tu vas précisément maintenant, une fois que tu as fait tout ça? Là, on ne sait pas encore. Bah là, moi, je suis en train de le construire, mon chemin, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas comme s'il y avait un coach en France qui avait déjà fait ce que j'ai fait. C'est ça. Sur lequel, bah, moi, je pouvais me calquer. Ça n'a pas été fait. Et j'aspire à être justement ce coach que les autres pourront prendre en exemple, en référence, en se disant, ouais, lui, il est parti de là, il a fait ça, il est allé là-bas, aujourd'hui, il a ça, il a fait ça. Et aujourd'hui, il a commencé avec le coaching, mais aujourd'hui, il touche à tout. Et ça, moi-même, comme je suis en train de le découvrir, c'est pour ça que c'est pour moi difficile de dire où je veux finir. Parce qu'en soi, je sais pas, je veux finir au top, mais je sais pas où je vais finir. Ouais. Non, je comprends. Il y a cette phrase de Booba, là, quand tu parles, cette phrase qui me vient à l'esprit, il dit les États-Unis, c'est la France avec 10 ans de retard en moins. Enfin, la France, c'est les États-Unis avec 10 ans de retard en moins. Toi qui vis aux États-Unis depuis maintenant presque 10 ans, c'est ça? Ouais, je suis sur ma 9e année. 9e année. Donc, tu as dû voir aussi des personnes de ton profil qui sont ce qu'elles font aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas vu des exemples là-bas? Français? Pas forcément français, hein. Ah ouais. Mais des exemples de coachs qui ont réussi à exister par eux-mêmes. Ouais, aussi, ouais, là-bas, il y en a. Là-bas, ils sont en avance, c'est clair. Ouais. Et c'est pour ça que... Mais après, eux, ils se limitent vraiment au monde du coaching. Ok. Donc, ouais, ils ont des programmes sur les réseaux, ils vendent des protéines, ils vendent... Mais est-ce que ça, en soi, ça va m'aider à atteindre mon objectif qui était de justement motiver, booster les gens? Je pense pas. Ok. Donc, m'arrêter justement à juste mon monde du coaching et du sport, pour moi, c'est très limitant.
Ok. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'ai un pied dans la télé et c'est plutôt cool parce qu'on me voit en train de faire du coaching, mais au-delà de ça, moi, ça me permet de rebondir sur cette visibilité et de dire, ouais, je fais du coaching, mais voilà, derrière, j'ai écrit un livre. Aujourd'hui, je suis à la Starac parce que justement, il y a tout ce vécu, parce que les gens me connaissent via la Starac et ils pensent que j'ai atterri là comme ça. Ça m'a surpris quand t'as dit ça. Je t'ai entendu dire ça dans une interview, je me suis dit, ah, c'est bizarre. Je pensais pas que les gens te découvraient à la Starac. Ouais, si, ouais. Je pensais que tout le monde sait, tu vois. C'est pour ça que je te dis, je suis connu, on entend mon nom un peu partout, à droite, à gauche, sur les gens qui sont, je vais pas dire calés, mais qui grattent un petit peu. Mais du grand public, c'est la Starac qui m'a fait découvrir, en fait. D'accord. Ouais, ça, c'est intéressant. Parce que bon, bah, du coup, peut-être que certains qui écoutent ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter et présenter rapidement tes faits d'armes? Ouais, bah, moi, je m'appelle Joël Bouraima, j'ai 43 ans, issu de la banlieue ouest de Paris. J'ai grandi dans les Yvelines, petite cité HLM où je suis un petit fan de sport qui veut être prof de sport, qui galère pour y arriver parce que orienté vers la filière un peu garage, CAP, BEP, je me bats pour rattraper une fac de sport. J'ai tellement la dalle que justement j'ai cette licence du premier coup, alors qu'on me disait que parce que j'avais pas fait une filière scientifique, ça allait être compliqué pour moi. Je sors de là, je travaille dans l'événementiel sportif. À la fin d'un an de taf dans cette boîte, je demande une renégociation de salaire qu'on me refuse parce que je parle pas anglais. Là, je démissionne, je décide de partir un an en Australie pour l'anglais et pour ne plus avoir cette barrière et cette porte qui se ferme. Et au retour d'Australie, je décide de commencer le coaching parce que j'ai vu qu'en Australie, c'est pas mal développé. Nous, on est, comme tu le disais tout à l'heure, toujours un peu en retard par rapport aux pays anglo-saxons et surtout au niveau du sport. Donc, je commence à coacher quand je rentre sur Paris. On est en 2007. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas encore ce phénomène des coachs, justement. Donc, il y a tout à faire. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que je vais être un des seuls et mon nom va rapidement tourner. Mais ça a été dur parce qu'il fallait aussi créer cette demande qui n'existait pas spécialement. Et c'est ce que j'ai fait en allant toquer aux portes des salles, proposer ce genre de service jusqu'à ce que je me fasse ma petite clientèle et je commence à intégrer la salle de l'usine, qui est une salle plutôt huppée parisienne dans le quartier de l'Opéra, où il y a la mode, la finance, le business, la télé, le cinéma qui s'y croisent. Et là, mon carnet d'adresses, il commence à s'étoffer. Là-bas, je fais aussi la rencontre de Steve Gutman, un multimillionnaire américain qui est dans le monde de l'art, qui lui va me prendre un peu sous son aile et m'expliquer que ce que je fais, tu peux aller le faire aux États-Unis parce que des comme toi, il y en a pas là-bas. Et moi, c'est ce qui me met un peu qui me motive à m'exporter. Parce qu'en France, j'avais atteint un plafond de verre et on me faisait comprendre que déjà, si t'es coach et que tu prends 4-5 000 euros, t'es dans la plus belle salle parisienne, sois content. Et c'est en rencontrant justement ce monsieur-là que, après un an de travail avec lui, il me présente Kanye West. Et je commence donc à travailler avec Kanye West. Et après, à partir de là, ça part en vrille. C'est ça. Non, ça part en vrille dans le bon sens, j'entends. Ça devient fou, quoi. Parce qu'avant ça, moi, j'étais déjà content de ce qui se passait pour moi. Mais là, je rencontre Kanye West ensuite en 2013. On commence à travailler sur son album à Paris. Il me demande de voyager avec lui pendant qu'il est à Paris. Donc, on fait des voyages à droite, à gauche. On revient toujours à notre base parisienne. Et ensuite, il me demande de venir à Los Angeles pour aider Kim Kardashian à perdre son poids d'après grossesse, après leur premier enfant. J'y vais 3 mois, elle perd son poids, mon nom commence à tourner dans les sphères californiennes. Je reviens à Paris en me disant, elle est belle, je viens de travailler avec Kanye West 3 mois à Paris, je viens de faire 3 mois à LA, je vais reprendre ma petite routine parisienne. Et non, il me rappelle pour me dire, là, je vais défendre l'album que j'ai enregistré à Paris. Est-ce que tu es dispo pour venir avec moi en tournée? Donc, on se retrouve à faire 40 dates en 3 mois à travers les États-Unis et le Canada. Ah ouais. Donc, assez fou de voir, en fait, comment ça se passe à ce niveau-là de l'intérieur. Et après ça, tout 2014, je suis appelé à droite à gauche pour presque, je dis tout et n'importe quoi, mais c'était pour les coacher. Mais pour moi, de mon point de vue, ça devenait n'importe quoi parce que c'était lundi, je suis à Paris. Allô, Joe, est-ce que mercredi, tu peux être à LA? Et j'avais toujours une date de départ, mais je savais jamais trop quand je rentrais. Et ça, c'était excitant au début. Mais après 2 ans, tu sais, moi, j'avais mes 2 enfants déjà à l'époque. Ma femme, elle travaillait. Elle était à la maison avec eux. Donc, c'était assez physique à gérer. Et c'est après 2 ans que j'ai mis un ultimatum
Enfin, un ultimatum. Entre parenthèses, tu mets pas d'ultimatum à Kanye West. Mais c'est après 2 ans que j'ai dit soit vous me faites un visa et je viens avec ma famille, soit je serai dispo, mais que quand vous venez en Europe. Parce que les voyages, ça devenait vraiment trop physique pour moi. Et il m'a dit, ouais, vas-y. Visa fait, boum, boum. Et donc, depuis 2015, je suis à LA. Okay. Et il a fallu donc, tu vois, que j'aille à LA pour qu'on me rappelle pour des projets en France. Ça, c'est un truc que je vois souvent. Très français. Quand t'es là, on te calcule pas. Mais dès que tu voyages, c'est là que tu deviens quelqu'un d'important, quoi. Quand tu te mets en danger. Ouais, aussi. Ouais. Mais bon, le danger, c'est plus par rapport à toi. Mais les gens, eux, c'est parce que en fait, c'est quand les autres t'accordent de la valeur, qu'en France, on commence à t'accorder de la valeur. Surtout quand c'est les Américains. Voilà, c'est ça. Ils se disent, si lui, il a réussi à faire un truc là-bas, c'est que, peut-être qu'il est bon. Ouais, c'est ça. C'est terrible, c'est terrible. Mais finalement, toi, c'est ce qui t'a aidé. Et bon, on va en reparler tout à l'heure, mais moi, j'ai beaucoup été intéressé par cette période de struggle aux États-Unis quand t'es arrivé, où tu pensais que tout allait couler, et finalement pas du tout. Mais bon, ça, on en reparlera par la suite. Mais là, la question que je me pose déjà, c'est quelle est la Coach Joe Touch? Pourquoi je dis ça? Parce que t'expliques souvent que t'as intégré des salles quand t'es revenu du Canada. Et à chaque fois, d'Australie, ouais, bien sûr. Et à chaque fois, on t'appelle dans une autre salle, on t'appelle. Qu'est-ce qui fait ta différence par rapport aux autres coachs? Et ce qui fait qu'on te veut partout? Bah ça, c'est une question que beaucoup de coachs, surtout là aujourd'hui via les réseaux sociaux, me posent. Pourquoi toi? Pourquoi ils t'ont pris toi? Pourquoi toi, tu as ce genre de clientèle? Pourquoi? Et en fait, ça, à la limite, je leur explique, moi, que c'est même pas quelque chose que je peux vous mettre noir sur blanc. Parce que la formation de base, on l'a. Toi, moi, on est coach, on a fait la même formation, tu sais faire un squat, tu sais, t'es censé savoir faire perdre du poids, gagner de la masse musculaire, etc. Donc, on sait faire les mêmes choses, en théorie. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est qui tu es toi. Exactement. Et, qui tu es toi. Et voilà. Et moi, qui je suis quelqu'un qui déjà a le sport comme passion. Ok. Je veux dire, moi, ce métier-là, travailler dans le sport, c'est pas de là, il y a 5 ans. Depuis qu'il y a une mode, justement, que tout le monde est coach quand il a un peu de pec, un peu d'abdos. Moi, je veux dire, le sport, il m'a tout donné. Aujourd'hui, pour moi, le sport, c'est l'école de la vie. Tout ce que j'ai appris via le sport, les valeurs que j'ai pu rencontrer et adhérer, auxquelles j'ai adhéré à travers le sport, je les ai prises et je les ai calquées dans ma vie pro et dans ma vie perso. Et donc, c'est pour ça que souvent, je dis aux jeunes qui commencent, quand ils voient justement ce que je fais et que eux me posent des questions en pensant que tout de suite, ils vont avoir ce que je fais moi maintenant, déjà, je leur dis, les gars, j'ai 43 piges. Demandez-moi plutôt ce qui s'est passé entre mes 20 piges et aujourd'hui, parce que c'est tout ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, le problème avec le téléphone, la culture de l'immédiateté, eux, ils veulent ce que je vois là, maintenant. Et moi, le sport, ça a été ce qui m'a fait. Aujourd'hui, si je voyage, c'est grâce au sport. La télé, c'est grâce au sport. Les États-Unis, c'est grâce au sport. Et la grosse différence aussi, c'est que moi, je mets l'humain au centre de mes séances plutôt que le sport. C'est ça que après t'avoir écouté, je pense que c'est ça ta différence. Effectivement, la passion. Parce que forcément, si t'es passionné, tu vas plus en fallait, Mais l'humain. C'est ça qui fait beaucoup la différence, notamment comment on t'explique comment t'as rencontré ton mentor. T'expliques que il faisait un exercice dans la salle, alors que toi t'étais dans ta séance. T'as vu qu'il pouvait se blesser et tu vas le voir. 3/4 des coachs auraient dit lui il fait n'importe quoi. Voilà. Clair. Et toi tu mets de côté ta cliente pour te dire attends, je vais l'aider. Et c'est parce que tu l'as aidé que tout derrière. Comme quoi, et sur cette anecdote-là, vraiment, ces 30 secondes que j'ai prises pour aller l'aider ont changé ma vie. Littéralement. Je sais pas qui c'est ce monsieur quand je le vois. Je vois juste qu'il fait un exercice mal et qu'il peut se faire mal. Donc, je vais le voir. Voilà, maintenant, il s'avère que, il est multimillionnaire et qu'il a un appartement à Paris, Miami, New York, tout, et qu'il est connecté de fou. Mais ça, quand j'y vais, c'est pas marqué sur sa tête et tu le sais pas. Donc, ça aussi, ça a été une de mes forces. Et c'est pour ça aussi que j'ai appelé le livre Toujours tout donner. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, je voulais regretter quelque chose. Donc, dans tout ce que je faisais, je donnais tout. Pour que même si à un moment j'échoue, je puisse me retourner ou moi me regarder dans une glace et dire, vas-y, par la tête haute. T'as tout fait dans les règles, t'as tout donné.
C'est juste que ça a échoué. Passe au prochain projet. Et là, tu vois, ces extra 30 secondes, eh ben, je les ai donnés, mais tu vois, avec un bon fond. Parce que, encore une fois, je ne savais pas qui c'était ce gars-là. J'y vais vraiment en me disant, je veux pas qu'il se blesse. Et si j'avais pas pris ces 30 secondes, je serais pas là en train de te raconter mon histoire. C'est ça, ta vie, elle aurait été totalement différente. Parce que c'est clair. lui qui a été le point de contact avec beaucoup d'opportunités. Pour tout ce que derrière. je suis en train de faire à l'international, c'est lui qui a été l'étincelle, ouais. Et ça, aujourd'hui, tu le conscientises. C'est-à-dire, avec le recul, tu te dis, ça peut être dans ta stratégie maintenant de continuer de donner aux gens sans attendre en retour. Ouais, c'est toujours ce que je fais. Okay. C'est toujours ce que je fais. Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça où parce que nous, c'est une phrase qu'on dit souvent. Nous, on dit, qui donne, reçoit. Ouais. Et j'aime un de mes frères qui dit, moi, quand je donne, je prête à Dieu. En fait, je donne aux gens et c'est Dieu qui me le rend d'une manière différente de celle que j'ai donnée, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres anecdotes où tu as donné comme ça et tu as reçu au centuple par rapport à ce que tu as donné? Ne serait-ce que quand ma première séance avec Kanye West, par exemple. En fait, la première séance, elle est programmée le 19 décembre 2012. Moi, je sors d'une année où j'ai travaillé comme un dingue et j'avais dit à ma femme, 18 décembre 2012, on part en vacances. Je décroche les téléphones, plus rien. Le problème, c'est que mi-décembre, j'ai le contact avec Kanye West. Ouais. Et quand je les ai au téléphone, ils me disent, Joe, on veut une séance le 19. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai préparé mes vacances, tout. Madame, t'inquiète, les billets d'avion, ils sont là. On part avec les 2 enfants le 18. Là, moi, je sais que j'ai une opportunité que je peux pas louper. Ouais. Donc, je suis prêt à aller au clash avec madame pour que cette séance, elle se passe. Je l'emmène, on s'embrouille, bien sûr. Je l'emmène à l'aéroport. Elle part. Moi, je vais faire ma séance le lendemain, le 19. J'étais censé reprendre un billet pour aller la rejoindre tout de suite après. J'y vais. Et Kanye West, il vient pas ce jour-là. Ouais. Tu devais être dégoûté. J'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue parce que à l'époque, je t'ai dit, on était en 2012, je roulais pas sur l'or. J'avais pas spécialement les moyens. Là, il fallait que je reprenne un billet du jour au lendemain pour la Guadeloupe parce que ma femme est guadeloupéenne pour aller les rejoindre. Lâcher 1200 balles comme ça, c'était pas dans les projets. Et donc là, en fait, j'ai appelé le manager et je lui ai dit, OK, regarde, là, moi, je l'ai fait un peu au bluff à l'américaine. Moi, là, tu m'as mis en galère et j'ai loupé une semaine avec un client dans les Caraïbes avec qui je devais travailler. C'est pas pro de votre côté. Les Américains, ils respectent beaucoup le travail. Et là, tout de suite, il m'a dit, vas-y, comment on fait? Je te rembourse les billets, je te donne ça. Et là, en fait, j'ai pris sur moi, parce que j'en avais bien besoin de cette oseille à ce moment-là. J'ai pris sur moi en me disant, c'est pas grave, cadeau. Par contre, quand vous revenez, c'est moi que vous appelez. Sans être sûr qu'ils vont revenir, sans être sûr. Là, le mec, il peut me dire, ouais, pour pas me payer ou pour pas... Et je le vois plus, tu vois. Et c'était qui tout double. Et ça a payé, par contre. Puisque quand ils sont revenus, par contre, OK, j'ai perdu ces 1200, 1500 euros. Mais ce qui s'est passé après, ça m'a apporté beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui encore, je suis sur ça. Ouais. je suis dans cette. Tu surfes encore ou tu profites encore de. Puisqu'après, ce qui se passe après, c'est les 4 mois de travail intensif sur Paris avec Kanye, les voyages qui commencent, il m'appelle pour Kim et ainsi de suite. Donc. Alors que si ça se trouve, si j'avais dit, donne-moi les 1500 balles, moi, j'aurais été content sur le coup, je serais rentré dans mes frais. Le lendemain, je partais en Guadeloupe et rien ne s'était passé. Mais encore une fois, tout ce qui se passe après, ça n'arrive pas. Et aujourd'hui, je suis pas là en train de te raconter mon histoire. Et t'es un parieur à la base? Non. Tu joues pas? Non. Au jeu? Non. D'accord. Et il y a un truc que j'aime dans le pari, mais justement, c'est peut-être parce que je sais que j'aime ça que j'y vais pas. Ouais. Parce que ça peut devenir peut-être quelque chose d'addictif et Mais tu vois, les peu de fois où j'ai misé un petit truc à Vegas où il y a, tu vois, l'excitation, l'adrénaline qui monte, tout ça, j'aime bien. Mais heureusement que je tombe pas dedans et que je sais juste jouer une fois, prendre le kiff ou pas et repartir. Tu sais le faire, mais tu sais ne pas le faire dans le jeu, mais tu le fais quand même dans la vie. En fait, t'as une appétence au risque quand même dans la vie. Par contre, dans la vie, la mise en danger, pour moi, c'est nécessaire. Parce que pour moi, le confort, tu me demandais si j'étais ambitieux tout à l'heure,
le confort, pour moi, c'est le plus grand danger pour les ambitieux. Et justement, à chaque fois, savoir se remettre en danger, sortir de sa zone de confort, c'est un peu un pari parce que tu sais pas ce qui va se passer. Quand tu y es, justement, et que tu as le contrôle sur tout, ce confort-là, cette zone de confort, tu y es bien, il n'y a pas de pari à faire, il n'y a pas tant de danger que ça, puisque maintenant, tu as le contrôle sur tous les paramètres. Moi, c'est là que je me pose des questions, justement. Pourquoi là je suis un peu trop à l'aise? Ah ouais, c'est peut-être parce que je vais pas chercher à me mettre dans le rouge ou à me mettre en danger. Ok, donc c'est quoi qui fera que je peux me mettre en danger là maintenant? Peut-être justement aller à l'étranger ou changer de région ou commencer un nouveau challenge, le livre, la télé, et ça après mon objectif c'est de trouver un confort dans cette zone d'inconfort pour pouvoir encore aller chercher le cran d'après. Et là ça veut dire que là quand tu fais le livre, toi, tu te remets encore en danger. Parce que je me dis, et ça, c'est une de mes réflexions récentes, j'ai l'impression qu'avec l'âge, là, je viens d'avoir 40 ans, je te disais, je prends moins de risques. C'est pas que j'ai peur de tout, mais je vois plus les conséquences de mes actes. Mais ça, c'est comme, t'es petit, t'as 3 ans, on te met sur des skis, tu réfléchis même pas. Ouais, tu fonces. Va mettre des skis là à 40 ans. Tu vas penser à tes genoux tout de suite. Va mettre des skis à 40 ans là, tu vas voir. En un regard sur la piste, t'as déjà calculé tous les dangers. Là, il y a un poteau. Si je vais là, il y a un trou. Et à mon sens, c'est pour ça aussi que j'essaye d'aller moi parler aux plus jeunes. C'est pour leur faire prendre ces risques le plus tôt possible. Parce qu'il y a des choses que tu calculeras pas. Et que, comme tu as dit, à 40 ans, tu en auras plus conscience parce que tu auras vécu des choses qui t'auront fait prendre du recul. Et à un moment donné, tu n'iras pas là parce que tu sais que si tu y vas et que tu te loupes, ça va engager toi et peut-être ta famille. C'est ça. Mais moi, c'est ça. Par contre, ça, c'est un truc qui me fait pas spécialement peur. Ah, tu gardes encore ce truc-là? Ouais. Ok. Ouais, parce que encore une fois, pour aller là où je veux aller, il faut. Si tu veux l'atteindre, le sommet du Kilimandjaro, à un moment donné, il y a des chemins, tu vas les regarder, tu sais que c'est dangereux, tu sais qu'il faut pas y aller, mais si tu veux atteindre le sommet, c'est par là qu'il faut passer. Et c'est quoi là Est-ce qu'il y a une situation là, quand tu la vois, tu te dis, ça c'est chaud, mais tu y vas quand même, là actuellement? Actuellement? Ouais. Là, il va y avoir des choix. Là, je peux pas trop en parler, mais il va y avoir des choix là qui vont arriver sur avant l'été là. Des choix qui vont devoir être faits. Et si j'y vais, va falloir que je fasse le taf. Ah ouais. Ouais. Ok. Et là, on est en février 2024. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, donc tu vas en entendre parler quand ça va. Ouais. Non, c'est vraiment une grande question que chacun doit se poser, quoi. Son rapport au risque. Pour moi, c'est indispensable de prendre des risques. Ouais. Mais voilà, je me dis, comment est-ce qu'on arrive à continuer à prendre des risques à nos âges? C'est ça vraiment le sujet. On fait plus ses choix avec la tête, on les fait avec ce qu'on ressent là. Ouais. Et ça, très souvent, parce que justement, on devient trop calculateur, parce qu'on a les téléphones qui nous montrent des choses, beaucoup plus de choses qu'il y a 10 ou 15, 20 ans. Totalement. Maintenant, tu as plus conscience de ce qui peut arriver si tu te loupes. Et ça, c'est un peu un danger, tu vois. Si tu montres à un petit ou même à toi la fin de l'histoire, et que la fin de l'histoire, c'est une chute, c'est une gamelle, le petit, il y va pas. Ton réflexe, c'est de pas y aller. Et maintenant, le problème, c'est qu'on les voit partout, ces gamelles-là. Et nous, on intellectualise trop nos choix. Alors que moi, il y a beaucoup de choix que j'ai fait, tu vois, ce truc qu'on dit là, la petite voix que tu as à l'intérieur de toi, ce sixième sens, et ça, moi, je trouve qu'il faut l'écouter. Faut l'écouter parce que ça ment pas. Ouais. Quand il faut y aller, que ton corps, ton âme, c'est tout qui te parle en fait là. Ce truc ces petits papillons que tu as à l'intérieur, à un moment donné, faut les écouter plutôt que d'aller calculer et de faire tes choix par rapport à lui là-haut. Lui là-haut, des fois, l'humain et le cerveau, lui, il cherche la survie, lui, il veut te protéger. C'est exactement ça. Alors que ce truc-là, il y a pas de calcul. Il sent qu'il faut y aller. Et moi, je sais que par rapport à beaucoup de choses, j'ai écouté ça et j'y suis allé, ouais. Ok. Non, mais c'est important. Ça, en tout cas, ça me parle. L'autre question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu as appris
en termes d'éthique de travail. Parce que j'ai une phrase que je dis souvent, c'est les grands ne sont pas grands par hasard. Et quand j'ai lu les livres de, comment il s'appelle, de Will Smith, où il explique que quand il a associé sa créativité à son éthique de travail, c'est là qu'il a commencé à faire beaucoup d'argent. Quand j'ai travaillé aussi, on fait des recherches sur Kobe. Voilà, il est bon en basket, il est talentueux, mais ce qui fait la différence par rapport aux autres, et Jordan aussi c'est la même, c'est l'éthique de travail. Ouais. Toi, tu as travaillé avec les plus grands, les Omar Sy, les Kanye, tous ces gens-là. Qu'est-ce que tu as appris en termes d'éthique de travail? Ou même plus largement, qu'est-ce que tu as appris en termes de travail et de business qui font la différence aujourd'hui? C'est de baser son travail et même ta vie en général plus sur la discipline que la motivation. Ok. C'est-à-dire la motivation, c'est quelque chose qui est temporaire. Tu vas regarder un film, tu vas regarder Rocky, demain je vais aller courir. Si tu regardes pas Rocky la semaine prochaine, tu n'auras peut-être plus envie de courir. Alors et souvent, la motivation aussi, souvent, c'est quelque chose d'extrinsèque. C'est pas de toi. Tu es motivé par un personnage, par une musique, par un film, alors que la discipline, c'est toi face à toi. Ça veut dire, comme il a dit Kobe, moi, j'ai signé un contrat avec moi-même. Et ça, c'est la discipline. C'est-à-dire que même quand j'ai pas envie d'y aller, il faut que j'y aille. Et tu parlais de Tyson aussi tout à l'heure. Tyson, il disait la discipline, c'est de faire ce que t'aimes pas comme si tu l'aimais. Totalement. Et ben, moi, tous les gens que j'ai pu côtoyer, c'était ça qui ressortait vraiment. Ok. Cette discipline, où ils allaient là où ils devaient aller. C'est pas là où il faut être. Là. Je dois faire ça. Je dois être là. Je dois y aller. Moi, je sais, comme je disais tout à l'heure, que j'ai pris beaucoup des valeurs que j'ai rencontrées au niveau du sport, que j'ai juste appliquées à ma vie de tous les jours. Et la discipline, en fait, ça en faisait partie. Le mec, s'il veut être bon dans le sport, il faut qu'il passe des heures à l'entraînement. Et ça, il n'a pas toujours envie d'y aller. Ouais. Mais si tu veux aller au top, c'est par là que tu dois passer. Donc, privilégier la discipline à la motivation, parce que la discipline s'inscrit dans le temps. Pour moi, ça a été une de mes grandes leçons. Mais moi, le problème que j'ai toujours avec ça, c'est ça s'invente pas, la discipline, en fait. Non. C'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Enfin, des fois, c'est l'impression que j'ai. Comment est-ce que tu acquiers la discipline? C'est ça plutôt. Il faut se faire mal. Ouais. Il faut se faire mal. Et il faut, comme je t'ai dit, se rendre des comptes à soi-même. C'est-à-dire que si tu as dit que demain, tu vas t'entraîner à 6 heures, me dis pas qu'il a plu ou qu'il faisait froid. Tu t'as dit que tu vas t'entraîner à 6 heures. Et ça, répéter, en fait, c'est ça qui va faire que la discipline va s'installer et que pour toi, après, il n'y a plus de dialogue à avoir avec moi-même. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Non, demain, 6 heures, je cours. Et quand tu écoutes Kobe, c'est beaucoup comme ça que lui, il travaillait, tu vois. Il n'y avait pas de détour possible. Sinon, il n'arrivait même pas à se regarder dans un miroir. Ouais. Parce qu'il avait l'impression de s'être trahi lui-même. Ouais, mais Kobe, t'as l'impression qu'il est fou un peu quand tu parles avec lui. Mais vraiment, ouais, tu des vois fois, ouais. Tu vois, quand c'est je parle clair. avec lui, comme si j'avais parlé avec lui. Ouais. Quand tu écoutes ses vidéos, tu te dis, voilà, lui, je pense que depuis qu'il était petit, de toute façon, il est rentré dans NBA, il devait avoir 18 ans. Ouais. Donc, depuis qu'il est petit, il avait ça. Ouais. Mais quelqu'un qui serait Mais quand tu l'écoutes, non, depuis qu'il est petit, il avait pas ça. Ah, quand tu l'écoutes, il avait pas? Quand tu l'écoutes à 14 piges, déjà, il l'avait pas spécialement. Il allait le chercher. Parce qu'il le dit à 14 piges, il jouait pas. Ouais. Il était sur le banc. Ouais. Donc, il l'avait pas à ce moment-là. Ouais, qu'est-ce qui a fait qu'il l'a eu? Il a eu l'étincelle, il s'est réveillé. Et après, il a fait ce que je t'ai dit là. Il a signé ce contrat avec lui-même où il y allait. Et après, mentalement, il a été très fort aussi parce que il savait comment aussi abattre ses adversaires avant même d'avoir touché un ballon ou avant même d'avoir joué. Juste psychologiquement, il était un cran au-dessus. Et ça s'est développé. Si par exemple un gars vient te voir qui a la quarantaine et qui dit voilà, moi j'ai envie de changer de vie, passer à un autre level, et tu lui dis voilà, il faut que tu sois discipliné, il va dire ouais, mais comment je deviens discipliné? Tu vas lui dire quoi? Si vraiment c'est ce qu'il veut, et déjà moi je vais sonder si vraiment il est motivé pour, si c'est pas juste justement une motivation comme ça d'un soir. Parce que moi je veux pas m'investir et donner de l'énergie à quelqu'un qui va si moi je veux dire je me lève à 6 heures du matin pour que toi tu sois en retard ou que tu sois pas là, moi ça m'intéresse pas. Totalement. Parce que moi je sais que je le fais, je peux le faire, et là je le fais pour toi. Si toi tu suis pas, vas-y. Et ce genre de personnes, moi je leur laisse pas spécialement de temps. Tu viens me voir en me disant je veux perdre du poids, je suis motivé, là dans 3 mois, ok, vas-y, viens, je te dis qu'il faut faire ça pour y arriver. T'es prêt?
Si tu me dis oui, ça y est, on est parti. C'est-à-dire que je vais être sur ton cul à 6h du matin. Ouais. Mais donc, toi, tu vas, là, dans cette situation, tu vas aider quelqu'un qui a déjà pris conscience, tu vois. Mais comment tu fais avec quelqu'un, tu sens que, voilà, il sait même pas comment se discipliner lui-même, quoi. Est-ce que tu vas lui dire d'aller chercher en lui ce qu'il lui faut absolument ou... Ah, c'est clair qu'en tout cas, moi, par rapport à mon travail de coach, c'est de lui faire comprendre que moi, je suis juste un facilitateur, mais je ne ferai rien pour lui. Si ça vient pas de toi, le coach, tu peux prendre le meilleur coach du monde. À un moment donné, il peut pas le faire pour toi. Ouais. Il pourra t'orienter, il pourra rentrer dans ta tête, te parler, et c'est justement d'allumer cette étincelle. Mais après, celui qui va le faire, c'est toi. Et ça, c'est une grosse partie justement du dialogue que je vais avoir avant mes séances ou avant même de commencer une prépa ou même une relation avec quelqu'un. Et est-ce que tu as appris d'autres choses quand tu as regardé ces gens-là, du coup? Ces grandes personnalités. C'est que très souvent, ils sont jamais satisfaits, en fait. Ok. Et tu vois, quelqu'un comme Kanye West, où tu as l'impression, moi, quand je l'ai rencontré il y a 10 ans, où tu te dis, ouais, le mec, il a tout fait, quand tu parlais avec lui, il te disait, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, la musique, là, ce que tu vois, c'est 20% de ce que je peux faire. Alors, tu te dis, ouais, si la musique, c'était juste 20%, c'est quoi les 80% restants? Et en fait, la suite lui a donné raison, parce que moi, à l'époque, il était en train de commencer Yeezy. Ça n'avait pas encore commencé. Okay. Sa marque Yeezy. Il était encore chez Nike, quand je l'ai connu, moi. Et quand tu vois ce qui se passe après avec Yeezy, comment il devient milliardaire, comment il fait monter Adidas, etc., et ben, je me dis, ouais, en fait, quand il me disait que la musique, c'était que 20%, je l'ai compris, mais 10 ans plus tard, tu vois. Ouais, totalement. Mais lui, il y croyait. Alors que sur le coup, si tu l'écoutes, tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es Kanye West, regarde où t'es. Mais lui, dans sa tête, il savait où il allait. Et quand il me disait que c'était que 20%, il y croyait. Parce que, ce qui arrivait après, ouais, ça a été assez fou. En fait, c'est des gens qui voient grand. Qui voient grand. Et même s'ils ont déjà fait des grandes choses, ils vont toujours voir plus grand. Kanye West, une anecdote, à un moment donné, je lui fais faire un wall seat, une chaise contre le mur. Ouais. Il reste 15-20 secondes. Ah, mais que ça brûle, boum, il se lève. Je lui dis, écoute, ferme les yeux, pense à quelque chose, ça aide. Il va, il se met contre le mur et il part. Il est comme ça en mode freestyle. Dans sa tête, tu vois, je sais pas ce qu'il fait. Il est là. Je le regarde, je dis, wow, 30 secondes. Il est là. 1 minute, boum. Je lui dis, vas-y, c'est bon. Je lui dis, mais à quoi tu pensais? 99% des gens, ils pensent à la base, je suis à la plage, je suis au soleil, où je suis dans un endroit où je suis bien, où je suis relaxé. Il me dit, ouais, je pensais que j'étais Steve Jobs, que j'étais Galliano, que j'étais truc, tu vois. Lui, il était dans un autre monde. Ouais, t'es déjà Kanye West, mon gars. T'as pas besoin de penser que t'es ceci. Pour moi, ça, c'était vraiment un signe de là où lui, il voulait aller. C'est-à-dire que même en étant Kanye West, en ayant fait ce que t'as déjà fait, là, t'es en train de me dire que c'est pas assez et que toi, tu regardes des Steve Jobs, des trucs, et que j'ai dit, ok, les gars sont à un autre niveau. Et ça a eu un impact sur toi. Sur ta manière aussi de te voir. Parce que, tu vois, moi, quand je te parlais, je te disais, c'est bon, t'es coach Joe, tu vois. Mais en réalité, toi, tu te vois encore plus loin. Et ça montre l'importance de s'entourer de personnes qui vont encore plus loin que soi. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que, forcément, tu peux avoir des gens qui vont pas, en fait, acquiescer ta vision. C'est-à-dire que quand toi, tu vas dire, mais moi, je peux être là, je peux faire ça, je peux faire ça. Et que celui d'à côté dit, ah, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et si toi, t'es pas assez fort mentalement pour le croire, ce que tu dis, t'as plutôt tendance à aller vers le bas. C'est-à-dire que les gens qui vont te tirer vers le bas et te dire, non, ça c'est trop dur, non, ça c'est pas possible. Si toi, t'es pas persuadé que c'est faisable, tu vas stagner, voire même aller vers le bas. Donc, s'entourer de gens qui se voient faire des grandes choses, qui te croient quand tu dis que tu vas faire des grandes choses, et qui, au fur et à mesure que ça se passe, sont là pour te faire comprendre que tu as fait des grandes choses. Ça, c'est un kiff. Ouais, parce que des fois, même toi, tu réalises pas. Même toi, tu réalises pas. Moi-même, encore maintenant, il y a certaines choses que je réalise pas. Ouais. Tu vois, que mon parcours, il puisse inciter des gens, motiver des personnes, inspirer, etc. J'en avais pas spécialement conscience. Ouais. Ouais. À quel moment t'as pris conscience? C'est quand j'ai écrit le livre. Ah ouais? Ouais.
Jusqu'à ce moment-là, pour toi, Moi, j'étais t'étais dans un mon mec taf. comme Moi, j'étais dans mon taf. Je un faisais coach mon comme truc. les autres. Pas comme les autres. Je voulais être à chaque fois le meilleur dans ce que je fais. Mais voilà, j'avais pas conscience que ce que j'étais en train de faire, ça pouvait motiver des gens, D'accord, inspirer des gens. d'accord. Et à un point où, tu vois, quand le livre, il arrive, quand l'opportunité du livre, elle arrive, je leur dis non. Je leur dis, mais non, c'est trop prétentieux. Qu'est-ce que je vais écrire un livre? Ah, j'ai 37, 38 ans. Je vais raconter quoi? Et c'est après, avec le recul. Et c'est surtout après, avec l'émission, j'ai fait, il y avait un reportage sur 50 Minutes Inside qu'ils ont fait sur moi. Où en fait, à la fin de ce reportage, déjà, la journaliste me demande, Joe, c'est quoi tes projets? À l'époque, moi, j'ai pas spécialement de projet. Parce que justement, je vois comme ça, moi, vous savez, je suis arrivé, qu'est-ce qu'elle me parle de projet? J'ai coaché Kanye West, je suis avec les Kardashians, truc. Et je lui dis, oh, dis que j'écris un livre, dis que je vais écrire un livre. Ah, alors que c'était même pas un vrai projet. Alors que, comme les ricains, ils disent, fake it till you make it. Ouais. Là, c'était la partie fake it. La partie make it. À la suite de ça, il y a 4 maisons d'édition qui me contactent. À la suite de cette interview. Cette interview-là. Ah. Et c'est là où je me dis, ah ouais, il y a un intérêt. Donc, il y a des gens qui... Mais bon, je calcule pas trop encore. Et ensuite, j'ai peut-être, je sais pas moi, entre 500, 600 messages sur les réseaux sociaux. Bam, bam, bam. De tout. Des parents qui me disent, ouais, mon fils, il a vu ça, il est dans le sport, il veut faire comme vous. Des mecs au star qui me disent, oh, j'ai vu ton truc, mon frère lourd, je l'ai envoyé à mon petit frère, il faut qu'il... Et je me suis dit, ah ouais, ok. Donc ça parle à des gens quand même. Donc le livre, ça serait peut-être une réponse à ces gens. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis battu aussi pour que ce soit une biographie et un truc qui explique mon parcours plutôt qu'un livre de séance et de... Ouais. Et vraiment, c'est à ce moment-là que je commence à prendre conscience. Mais même après ça, j'écris le livre et voilà, boum. Et je me dis, ouais, il va faire son petit bout de chemin. Et là, maintenant, je vois la réponse qu'il y a par rapport au livre. Ouais, et c'est là où, tu vois, les écoles m'appellent. Il y a un centre de formation qui en a pris 2500 à Paris, qui ont 4 campus, auprès desquels je suis allé faire des interventions. Et quand je vois les petits, tu vois, comment ils sont à l'écoute. Et surtout, comment ils rebondissent sur ce que je leur dis. Moi, d'avoir ces retours, ça me tu sais, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis sur l'humain. Donc, avoir ça, pour moi, ça, c'est une récompense. Ouais, je vois. Tu vois et je suis en train de kiffer de plus en plus ce process-là. Ouais, c'est lourd. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de business et de compréhension du business d'être aux États-Unis? Parce que, bon, on l'a dit, ils sont en avance. Il y a sûrement des choses que tu as vues et tu t'es dit, c'est de battre le fer tant qu'il est encore chaud, quoi. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi, quand je reviens en France, tout le monde autour de moi ont l'impression que, ouais, calme, Joe, tu vas trop vite. Qu'est-ce qu'il y a? Samedi, dimanche. Mais non, il n'y a pas de taf le samedi, dimanche, tu vois. Et moi, je suis là. Vas-y, il y a 100 livres pour là-bas. Ils ont commandé. Demain, je vais là. Tu vois, même nous, tu as vu comment l'interview, il s'est calé. Ouais. Tu m'as appelé, ouais, boum, bam, bam, bam. Vas-y, viens, Kevin, on fait. on s'est dit, il est trop réactif. Mais voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Là, pour te dire, si je le faisais pas aujourd'hui, je pars mardi, on le faisait pas, en tout cas, pas maintenant. Et je me suis dit, voilà, le gars, il me contacte, c'est il trouve un intérêt, il trouve mon parcours intéressant, ça peut peut-être inspirer sa communauté. Il y a des gens inspirés. Vas-y, go, Joe, vas-y, go. On peut le faire telle heure à telle heure, c'est possible. Et ça, avant. C'est typiquement américain. Ouais. Vas-y, il y a des choses à faire. Tu dors là, vas-y, tu dors là, il y a des trucs, tu vois pas. Et en France, on a tendance à justement, vas-y, tranquille, il y a le temps. Ouais. Lundi, vas-y, fais le lundi, tranquille. Alors que entre vendredi et lundi, il y a 2 jours, 48 heures. En 48 heures, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux changer ta vie en 48 heures. Donc, que ce soit un samedi ou un dimanche, oublie, fais seulement. Et ça, ouais, ça m'a changé dans ma manière de penser le business et c'est pour ça que quand je reviens en France, tout le monde a l'impression que je fais 1 million de trucs. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Hein. On te voit dans tel événement, telle école, tel truc. Enfin, t'es vraiment dans l'hyperactivité. Ouais. Et ça, pour toi, c'est la méthode américaine. Ouais. Et dans ton hyperactivité, il y a aussi la nécessité, j'ai l'impression, de communiquer. Tu communiques beaucoup. C'est-à-dire, sur ton Instagram, moi, je te suis depuis quelques mois en tout cas. Ouais. Et voilà, tu communiques sur tout ce que tu fais. Et ça pour moi, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en France, quoi. Non. En tout cas, pas suffisamment. Ouais. Et moi-même, je le faisais pas. Ok. Et là, tu vois, j'ai tendance, et même ça, c'est moins bien, j'ai tendance à le faire que quand justement j'ai de l'activité et de la visibilité. Après, dès que je reviens à LA et que je suis à la maison, posé et tout. Ah, tu communiques plus?
je m'endors. À ce Ok. niveau-là, je veux dire. Hein. Tu Ok. vois, au niveau des réseaux sociaux et tout. Hmm. Moi, les réseaux sociaux, je les ai connus tardivement, puisque c'est que quand je suis arrivé aux États-Unis. Ouais. Et après, je m'en suis pas servi spécialement parce que moi, c'était pas mon taf. Hmm. Et encore aujourd'hui, tu vois, moi, je fais 0 € avec mes réseaux sociaux. Ok. Là où il y a des coachs qui en ont fait beaucoup moins que moi, Ouais. mais qui Prennent sont de l'argent. beaucoup plus actifs Bah oui. et beaucoup meilleurs que moi au niveau des réseaux sociaux et qui, eux, génèrent des revenus. Hmm. Moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux s'arrêtent, ma vie, elle change pas. Hmm. Donc, Il c'est y a un bien. avantage et un Mais inconvénient. maintenant, je me dis, c'est bête de passer à côté de ça. Mhm. Donc là, c'est pour ça que je vais commencer à travailler dessus et faire des choses. Et après aussi, la raison pour laquelle je communique comme ça et que je montre ce que je fais, toujours, y a pas si tu me suis depuis 2-3 mois, il n'y a pas de bling-bling. Non. Je monte pas de, Non. regarde, il y a de l'oseille, il y a des montres, il y a des Non, ceci, il non, y a des cela, je m'en fous. Mhm. Ça va pas spécialement. Si, ça peut te motiver, mais comme je disais, ça va être quelque chose de temporaire. Mhm. Moi, ce que j'essaie de te montrer, c'est que, regarde, je le fais pas juste un jour, 2 jours. C'est la discipline. Tout le temps. Tous les jours, tu vas me voir comme ça. Ouais. Je le fais pas là pour te faire un Instagram et un post. Mhm. C'est comme ça que je suis vraiment. Mhm. Et ça doit te motiver, toi, à aller chercher cette discipline. Parce encore aujourd'hui, il y en a, putain, mais j'ai vu ton dernier post hier, tu rentrais à 23h. Et là, t'en mets un, t'es là à 5h du matin. Mais tu dors jamais. Mais gars, c'est comme ça Mhm. que je suis. Mhm. Maintenant, je te dis pas que quand je vais rentrer à LA, il y aura peut-être une semaine où Ouais. je vais prendre vas un te coup. reposer. Mhm. Mais après ça, on est reparti. Tu vois? Et moi, justement, montrer que moi, je le fais, et je fais pas juste que de parler, et ben ça, j'espère que ça motive certaines personnes Mhm. à aller chercher cette dynamique. Non, totalement. J'imagine. Et c'est quoi ta vision des Renois aux States par rapport aux Renois de France? Parce que nous, on est tous là en train de les regarder en disant, ah, voilà, les gars, t'es milliardaires et tout. Et nous, il y a même pas de milliardaires noirs en France. C'est quoi encore une fois, les enseignements que tu tires de la communauté noire aux States? Est-ce que tu les fréquentes d'ailleurs? Ouais, j'en connais pas mal. Et Mhm. après, comme tu as dit, il y a vraiment cet esprit de communauté. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est entraide. Tu vois, moi, je suis dans un coin, justement, où il n'y a pas beaucoup de Renois, Mhm. à Calabasas, à LA, dans la banlieue nord de LA, enfin, à 30 minutes de LA. C'est un coin cool. Mhm. Mais et pourtant, moi, je suis même pas ricain ou quoi, mais dès qu'on se croise, il y a un truc. Ok. Hein, tu vois, D'accord. même juste, tu vois, On s'est vu. on acquiesce. T'es là, je suis là, t'es là. Ok. Et en plus de se voir dans ces coins-là, c'est Ouais. comme si toi, t'étais dans le 16 Mhm. et qu'il y a un autre Renoir, et à chaque fois que vous vous voyez, ou même si tu l'as jamais vu, quand tu le vois, ah, bien. I got you. T'es là, ouais, voilà, tu vois. Et ça fait kiffer. Ouais, je vois. Ça fait kiffer parce que même si tu le connais pas, t'as l'impression, bah ok, je suis pas tout seul, je suis pas seul. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ressens pas spécialement en France, Ouais. D'accord. bizarrement. D'accord. Mais bon, tu vois, il y a le genre de médias que toi, tu développes et les communautés que toi, tu es en train de développer, c'est pour justement aller vers ça. C'est notre but en tout cas. Ouais. C'est notre but. Effectivement, on regarde les États-Unis en se disant, bah ça, eux, ils ont réussi à le faire et c'est notre exemple finalement. Parce que nous, on est là, tous ici, on se bat, mais on part de l'idée que tout le monde se bat de manière un peu isolée, Ouais. tu vois, dans son Ouais. activité. Et il faut créer du lien. Est-ce que ça, c'est quelque chose, toi, qui te parle aussi? Ah ouais, à fond. Mm. À fond. Et justement, je prends de ce que je vis et ce que je vois aux États-Unis pour essayer de le faire, moi, à mon échelle ici. D'accord. Tu vois, là, il y a 2-3 semaines, là, il y a eu un match NBA à Paris. Ouais. Et en fait, je connais bien le docteur de l'équipe de France, Ok. Geoffrey, qui est un métissé camerounais français. Ok. Intéressant à avoir dans le podcast. Ouais. Tu fais le plug. Parce qu'en plus, il est en train de prendre du grade. Ok. Donc, je l'ai rencontré à LA. Il y avait un match où il venait il était docteur de l'équipe des moins de 20 ans. Mhm. Et il m'a invité au match. Parce Ok. qu'il savait que j'étais à LA. Il a dit, ouais, tiens, si tu veux. Et on a connecté comme ça. Je suis allé le voir au match à LA. Et ensuite, quand je suis venu à Paris, là, lui, il m'a écrit en me disant, ouais, il y a le match NBA. Moi, j'étais invité au match NBA. Mhm. Et il m'a dit, bah, viens, on se capte un peu avant. Mhm. Et il m'a donc fait venir à son hôtel. Et c'était pour m'annoncer qu'il venait de signer un contrat avec la NBA Mhm. en tant que docteur, seul docteur français en NBA déjà, Ok. seul docteur français afro en plus, Mhm. maintenant en NBA. Et il me présente son boss de tous les le staff médical de la NBA. Ok.
Tyler qui est un Renoir. Ah. Et donc, on mange. Et le mec, il me connaît pas. Donc, il me dit, vas-y, ouais, toi, tu fais quoi? Je lui raconte mon histoire. Il dit, waouh, lourd. Il se lève, il hug. Ah ouais. Il me dit, il me dit, ça fait plaisir. Okay. Il me dit, même, tu vois, Geoffrey et tout, quand je l'ai vu et tout, ça m'a fait plaisir de le signer. Et il fait quoi? Il prend son téléphone, il commande mon livre devant moi, là. Ouais, il dit, ça y est, c'est commandé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc de... Il est content d'entendre mon histoire. Il est content que j'ai réussi à ce niveau-là. Et sur le coup, il prend mon livre. Et en plus, après, il m'a mis bien encore après pour des passes. Alors que le mec, je venais de le rencontrer. Ouais, c'est juste le fait que vous soyez des Renois, mais surtout des Renois qui font des choses. C'est pas juste être un Renois, mais quand tu vois un Renois qui se bat, tu te dis, bah, vas-y, on va. Et le gars, il était content. Tu vois, ça lui a fait plaisir d'entendre mon histoire. Ouais, je vois. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose... tu le ressens en France, mais c'est pas de cette manière-là. C'est pas, je suis content au point de te faire un hug. Ouais. C'est mortel, cool ce que tu fais, ouais. Mais le gars, tu ressentais que il avait ressenti un truc quand je lui ai raconté mon histoire. Et moi, ça m'a fait plaisir, ouais. Non, c'est intéressant. Et je me dis aussi, tu as dû apprendre en termes... Enfin, je pense que ton histoire, quand on l'écoute, elle a dû t'apprendre des choses par rapport à l'argent. Parce que, tu l'as expliqué, tu es un gars de quartier, et puis après, tu as réussi à... Même avant même que tu rentres dans la hype, tu avais déjà quand même un peu d'argent, tu vois. Ouais. Et après, tu as passé un step. Et surtout quand tu as struggle à LA, là, quand tu es arrivé, quand tu as expliqué ton anecdote, je me suis dit, non, là, il a dû apprendre en termes d'argent. Ah ouais. Qu'est-ce que tu peux expliquer un peu? Pour moi, il y a deux éléments. Il y a ça et il y a aussi le moment où tu as dû facturer ta présence 24 heures sur 24 avec Kanye. Ouais. Là aussi, il fallait que tu te donnes un chiffre et je me suis dit, là, ça a dû déclencher quelque chose. Est-ce que tu peux expliquer? Ça a commencé déjà avec ça. Et heureusement qu'il y a eu ça, parce que c'est avec cet argent-là, au niveau de la facturation de Kanye, que je survis ma première année à Los Angeles. Ah, ok. Et heureusement qu'à ce moment-là, je fais pas le fou à craquer mon oseille, à truc. C'est ce que je me suis dit. Parce qu'en fait, Kanye West, quand il me demande de voyager avec lui, moi, j'ai pas d'idée de combien je facture. Ouais. Et à ce moment-là, je fais appel à Steve Gutman, donc la personne qui m'a introduit auprès de Kanye West, qui lui est dans ce monde-là et connaît à peu près. Et le truc de fou, c'est que lui, il est tellement connecté, c'est qu'il me dit, attends, je vais te mettre en lien avec quelqu'un qui va t'expliquer comment lui, il facture. Et là, il me met en relation avec Marco Borges, qui est le coach à l'époque de Jay-Z et Beyoncé. Donc pour moi, déjà, rien que ça, c'est un truc de dingue. Tu vois, il me met en relation avec un mec qui est à ce niveau-là. Et le gars, quand je lui parle, il m'explique, il me dit, voilà, tu prends ce que tu fais dans une journée, tu le multiplies par 2, tu rajoutes les perdièmes et tu rajoutes une prime d'éloignement de la famille, etc. Mais moi, à l'époque, je faisais pas non plus des milliers et des cents. Je devais faire 150, 200 euros par jour. Ouais. Pour moi, c'était déjà bien, mais je veux dire, ça fait 200, 400, je me dis, je vais lui dire 500 et tout. Non, ça fait pas. Et après, j'ai dit, vas-y, un truc bien qui sonne bien, c'est 1000 euros par jour. Ah, c'était plus que ce que tu t'aurais gagné avec ces calculs, en fait. Ouais. T'es allé plus loin. Ah ouais. Ouais, j'ai doublé. J'avais pas compris ça. J'ai doublé. Ok. Parce que je trouvais que même à 500 euros jour, ça faisait pas assez. Ouais. Donc j'ai dit non, 1000 euros par jour, ça fait bien, ça sonne bien, et même pour moi. Et donc quand je rappelle son assistant, je lui dis, ok, moi j'ai vu avec mon comptable, bien sûr, j'avais pas de comptable, j'étais auto-entrepreneur. Et j'ai vu avec mon comptable, et pour moi, ce qui correspond à une journée et ce qui me permet de retomber sur mes pattes, c'est 1000 euros jour. Ok. Et même ça, tu vois, je le dis souvent, je me suis entraîné à le dire. Ouais. Parce que pour moi, c'était pas concevable. 1000 euros en une journée où je vais travailler 1 heure. Ouais. Qui c'est qui va me payer ça pour faire 1 heure de taf? Ouais. Mais là, je pensais comme moi, je penserais ou comme mes parents penseraient. Et il y a un moment dans le business, il faut que tu penses comme tes clients, les clients que tu veux atteindre, et plus comme toi, tu penses, parce que sinon, tu vas voir petit. Et là, quand je dis 1000 euros jour, à l'époque, ça faisait $1200. Lui, il me dit, il me dit, laisse-moi voir avec Kanye et je reviens vers toi. Et là, il y a 3 jours où je m'enflamme parce que je me dis, merde, je me suis vu trop haut, j'ai demandé trop et ils vont pas me calculer. Et en fait, ils me rappellent et ils me disent que c'est bon. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, 1000 euros par jour avec lui, c'est mon prix. Ce qui fait qu'après, quand il m'appelle pour venir 3 mois à LA pour Kim, c'est ça. On parle plus. Pendant 3 mois, on parle même plus. On parle plus. Et c'est ça qui est bien avec eux. C'est même plus. En fait, Joe, c'est combien? Non, tu le sais. On est parti 10 jours là-bas. C'était 1000 euros jour. Je viens, c'est 1000 euros jour. Après, quand je pars à la tournée, boum, 1000 euros jour. Tu vois, donc ça. Et qu'est-ce qui fait justement que t'as pas cramé?
Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas commencé à t'acheter des grosses montres? Non, j'ai la tête sur les épaules. J'ai 2 enfants, j'ai ma femme. Ouais. Et encore une fois, je sais où je veux aller. Ok. La montre, elle va pas m'emmener là où je veux aller. Tu montes avec une Rolex, le Kilimanjaro. Ouais. Quand tu vas être en galère, elle va pas t'aider, tu vois. Ouais. Et bah là, moi, j'étais en train de monter mon Kilimanjaro et je savais où je voulais aller. Ok. Je préfère avoir du top équipement, des top personnes autour de moi qui m'aident à monter mon truc, plutôt que de moi être avec du bling bling qui m'aidera pas spécialement. Ok. Et ça, c'est ta mentale, ça. Ouais. De base, t'es pas un gars qui va flamber. Non. Ou si tu me vois en bling bling, c'est que c'est bon. Derrière, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Tu vois, j'ai plus à m'en soucier. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on continue à aller chercher ce qu'il y a à aller chercher et on reste simple. Et c'est ça qui t'a permis, parce que donc t'expliques, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qui se passe quand tu arrives aux États-Unis, déjà le switch pour aller t'installer aux États-Unis et finalement comment est-ce que tu vis pendant que en fait, voilà, tout ça se passe. Et dans l'excitation, quand le visa il se fait, le visa, il faut savoir qu'il se fait en mai 2015 et moi, je bouge en août 2015. Donc on a 3 mois pour moi, j'y retourne 2 semaines pour trouver les écoles, l'appartement, etc. Et moi, je suis tellement excité, tellement dans le speed qu'il y a des choses auxquelles je réfléchis pas spécialement. C'est-à-dire que quand, en fait, déjà, Kanye West me fait son visa, il me le fait sous sa compagnie. Ce qui fait que, légalement, quand j'arrive à Los Angeles, je ne peux recevoir de paiement que de sa compagnie. Mais ça, c'est problématique quand même. Ça a été pire que ça a été une grosse galère même. Oui. Parce que, en fait, je pouvais pas développer ma clientèle. Et comment t'as fait? C'est là où ce que j'avais accumulé, et heureusement que je l'avais accumulé, m'a aidé à tenir. Ok. Parce que quand j'arrive, il faut savoir que justement, Kanye West qui me payait 1 000 € jour, quand j'arrive là-bas, ça devient 200 € la séance. Ouais. Donc, et un Kanye West, même s'il me prend 3-4 séances par semaine, ça me fait pas assez pour vivre. Parce qu'il faut savoir que quand j'arrive là-bas, même si c'était qu'un petit appartement à la base, c'était déjà 2005 l'appartement, c'était 1 000 € par enfant pour l'école maternelle et CE1. Et c'était 500 € par mois pour la voiture. Donc, avant même d'avoir mangé, fallait déjà sortir 5 000. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je les fais pas rentrer, les 5 000. Ben oui. Donc, les calculs, ils sont pas bons du tout, tu vois. Donc, heureusement que j'avais ce petit matelas. Ouais. Parce que moi, tant bien que mal, j'essayais de faire un maximum de séances. J'essayais de faire des trucs à droite, à gauche pour essayer de récupérer de l'oseille avec des clients autres que Kanye. Mais comme je pouvais pas le faire officiellement, c'était chiant parce que les gens qui pouvaient pas me payer au black, qui me faisaient passer par leur business manager, etc., je pouvais pas leur dire, hey, donnez-moi du cash. Et ils m'auraient dit, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Vas-y. Et ce qui fait que, la première année, je suis à la gorge. Et comment t'as fait du coup pour dépasser ça? Il y a un moment, t'as dit à Kanye, on change le contrat pour que... C'est après 1 an et demi que, en fait, je rencontre quelqu'un qui me permet de mettre sur sa société au niveau du visa. Du visa. Et en fait, via sa société, lui, il agit comme un agent avec moi. Et un agent, il peut m'envoyer, en fait, voir différents clients. Ce qui fait que moi, ça me permet de toucher à tout le monde. Et après, en fait, je monte ma boîte sous mon visa et après à partir de là ça y est, c'est bon, tu vois. Mais non, cette première année et demie, pour te dire, si moi le Covid il arrive à cette période là, je rentre en France. C'était mort. J'avais pas les reins assez solides, je pouvais pas, j'avais pas la clientèle pour tourner. J'étais vraiment à la gorge. Mais avec le recul, qu'est-ce que tu aurais dû faire alors? Avec le recul, j'aurais rien dû faire différemment. T'aurais fait la même chose. Bah ouais. Parce que maintenant, si je fais ce dont on parlait tout à l'heure, que je réfléchis et que je calcule, avec le recul, j'y vais pas. Ouais, tu vas pas. Parce que j'ai mes enfants. Et à ce moment-là, heureusement que ma femme, elle a pas les yeux sur mon compte, sur le compte. Parce qu'on a le compte. Mais c'était moi qui gérais. Parce que sinon, elle m'aurait dit, mais t'es un fou. Ça veut dire, là, il reste ça sur le compte. Là, vraiment, il reste ça, là. Moi, les enfants, l'appartement, il reste ça, là. Elle m'aurait dit, mais t'es malade. Et c'est ce genre de risque qu'il fallait prendre à un moment donné. Je vois très bien. Tu vois. Et cette période, ça a été une des périodes les plus stressantes pour moi. Parce que j'étais à ça de l'échec. Tu vois, les trucs à la quinrie, eviction notice sur ta porte quand tu rentres, si vous n'avez pas payé je les ai eus. Ah ouais? J'étais à ce point-là. Et heureusement que justement, moi, j'arrivais avant ma femme pour prendre le truc mais j'étais à ce point-là. Ah ouais. Moi, j'ai jamais demandé. Encore aujourd'hui, mon petit frère, j'ai une ardoise à mon petit frère de 800 €. D'accord. Ouais, t'étais obligé d'aller demander de l'argent et tout. Pour payer mon loyer. Ben oui.
Mais je pouvais pas le dire comme ça. Gars, t'es allé au State, tu fais le beau. Ouais. Bah, fais le beau là-bas maintenant à LA. Tu vois? Tout le monde t'aurait dit, ouais, tu vois ton rêve américain. Et c'est là. aussi une des raisons pour laquelle moi, j'ai jamais trop été sur les réseaux sociaux. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais pu faire le beau. À montrer des palmiers, des belles maisons, des trucs, alors que je suis chez moi, en train de lutter pour payer mon loyer. Et c'est ce que beaucoup font. Parce qu'à LA, des Français, il y en a beaucoup. Mais qui vivent bien et qui peuvent dire, ça y est, je suis installé à LA. Il y en a pas tant que ça. Et pourtant, si tu regardes leurs réseaux sociaux, tu vas dire, putain, ils sont bien. Ils sont bien. Regarde, moi, je le vois. Je les vois. Et je les ai vus, ceux qui sont venus et qui sont repartis. Moi, je voulais pas faire partie de ceux-là. Tu vois? Mais ouais, non, cette première année et demie même, elle a été compliquée. Mais je voulais tellement pas échouer que, et c'est à la fin de cette année, enfin, la première année, où justement, comme c'est chaud, je dis à ma femme, vas-y, reste un peu d'oseille, va en Guadeloupe chez tes parents, prends les 2 enfants. Moi, je suis là, je peux manger des pâtes tous les jours. J'ai pas besoin de payer des trucs pour les enfants, d'aller à droite, à gauche. Et j'ai 2 mois pendant lesquels je vais être tout seul et j'ai rien d'autre à penser que moi et le taf. Je vais charbonner. C'est pas rentre pour les enfants, faut sortir les enfants. Moi, on doit aller là-bas, on doit faire les courses. Gars, pendant 2 mois, j'étais tout seul. Et en plus, à l'époque, quand on arrive, on n'a qu'une seule voiture. Ce qui fait que moi, mon emploi du temps, je devais l'adapter à les dépôts, les pick-up et quand on dépose les enfants à l'école, etc. Et ça, c'était une galère parce que ça correspondait à, normalement, moi, les heures où j'ai la demande. Tu vois, 7, 8, 9 heures du matin. Les gens, ils veulent s'entraîner avant d'aller au taf. Gars, j'allais chez Kris Jenner pour lui faire des séances en footing. Parce que t'avais pas de voiture. J'avais pas de voiture. Et moi, je faisais style, c'est mon footing du matin. Alors que, gars, je faisais 1 heure pour y aller et il fallait 1 heure pour revenir. Tu vois, parce que j'étais en chien, j'avais pas de voiture. Et à ce moment-là, quand ma femme, je lui dis d'aller en Guadeloupe, c'est pour pouvoir, moi, me concentrer sur, justement, sociabiliser un petit peu. Parce que moi, je sortais pas. Moi, je suis très casanier. Je suis à la maison, je suis posé et je sortais plus. En France, j'avais ma clientèle, j'avais plus besoin de sortir, rencontrer. C'est bon. Et ben là, tous les vernissages, les barbecues, les dîners où on m'invitait, où je disais non, là j'y allais. Yes Man. Gars, j'allais partout. Pire que Yes Man. J'étais là avant qu'ils me proposent même. Là, j'étais partout. Pour pouvoir justement reconnecter, recréer un certain tissu social, montrer que je suis là, dire ce que je fais. Et boum. Et quand ma femme, elle revient, ça y est, j'ai 2 mois où j'ai sillonné LA, les grandes maisons, les trucs, tout ce que tu veux. Mais j'ai un petit network qui me permet, de tourner, de commencer à tourner. Et quand elle revient, je peux souffler. Tu vois, je suis plus autant là. Il a fallu 2 mois de mission intense. De charbon. Et ça montre ce que je dis toujours. Moi, je dis toujours aux gens qui sortent s'en sortent. Et toi, c'est ça, en fait. Au moment où là, t'étais pris t'étais au pied du mur, t'es allé rencontrer des gens. Et c'est rencontrer les gens qui t'ont permis de développer ton business. Qui m'ont permis, en tout cas, de me relancer. Parce que moi, je connaissais plus cette situation. Tu vois, je partais de Paris où j'étais dans les zones de confort. Voilà, justement. J'y étais carrément dans cette zone de confort à Paris. Je gagnais entre 4 et 5 000 euros, ce qui était très bien pour un coach. J'étais à la plus belle salle parisienne. J'avais une clientèle top niveau. Ça y est, j'étais bien. J'aurais pu me satisfaire de ça. Quand tu penses qu'à la base, moi, je voulais juste être prof de sport. Bah là, j'étais au-delà de tout ça. Mais il y a eu ce truc de... on peut mieux faire. Il y a peut-être autre chose à aller chercher. Aller chercher plus. Et qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants, du coup? Mes enfants, déjà, je leur fais faire du sport. Parce que comme je l'ai dit au début, moi, toutes les valeurs que j'ai, elles sont issues du sport. Et j'ai fait qu'adapter ces valeurs que j'ai acquises via le sport à ma vie professionnelle et personnelle. Donc déjà, même si là, eux, ils vivent dans un milieu plutôt privilégié et qu'ils rencontreront pas les galères que moi, j'ai pu avoir plus jeune, etc., le sport, en fait, ça ment pas. Là, mon fils, il fait du football. En plus, il fait du football américain. C'est même pas moi qui l'ai mis là-dedans, c'est lui qui a choisi, parce que moi, je connaissais rien. Exactement. Et c'est même mieux. Tu vois, il serait mis au foot, je serais peut-être sur ses côtes à lui dire, fais ça, parce que ça, je connais. Là, il s'est mis au football américain et il a une niaque. Ça me fait plaisir. Je suis content de voir ça. Parce que je sais qu'il l'a là. Il a 12 ans. Mais je sais que... Et comment il a cette niaque? Qu'est-ce que tu mets dans ses céréales au matin pour que la niaque? C'est comment je lui parle, ce que je lui fais faire. Et après, c'est lui, en fait, ce qu'il voit au jour le jour. Tu vois, le fait, quand je lui dis... Au début, pourtant, il aimait pas. Et c'est là où je te dis, Kobe, il l'avait pas au début. Quand il était sur la touche, sur le banc,
il n'avait pas cette grinta là, cette niaque. Et ben mon fils, rapidement, je lui ai fait des petits entraînements. Mais pareil, sans être le père relou, parce que les gens, ils pensent, ouais, il est coach, il doit défoncer son fils. Franchement, j'ai essayé de le faire en sorte que lui, il aime ce qu'il va faire. Et surtout qu'il comprenne pourquoi il est en train de le faire. Et là, on est à un niveau où chaque saison qu'on s'entraîne, il voit et on lui dit qu'il est meilleur la saison d'après. Et lui, il le sent. La manière dont il court, dont les contacts se font, dont il est plus solide. Et ça, il aime bien ce ressenti. Il aime bien cette sensation. Il voit les résultats. Et donc, c'est lui, parce qu'il a ressenti ça, il l'a vu, qui me demande maintenant. Par exemple, là, j'étais pas là pendant 3 mois. Ils ont fini la saison en fin novembre. D'accord. D'habitude, décembre, je les laisse souffler et on reprend tranquillement en janvier, tu vois. Ce texto, il m'a fait plaisir. Il m'a écrit, il m'a dit, hey, papa, la saison, elle est finie, c'est bon, on a gagné et tout. Mais là, qu'est-ce que je fais pour pas perdre mon cardio? Frère, t'as 11 ans. Tu vois, moi, à l'époque, je voulais juste jouer au ballon. Là, lui, ça y est, il est déjà dans ce délire de hey, j'ai accumulé quelque chose, j'ai vu que ça a fonctionné. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire comme travail pour le perdre? Et il me demande. Et là, il est en train de reprendre à sa sauce et tout. Moi, je lui dis rien. Et là, il m'a dit, vas-y, graine, mais là, ça y est, j'ai mis la graine. Et cette graine d'apprendre à travailler pour pouvoir se développer et d'avoir des résultats. À la mettre à cet âge-là. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que je dis à quelqu'un de 40 piges qui me dit maintenant je veux... l'arbre, il a déjà pas mal poussé, sauf qu'il a poussé en travers comme ça. C'est ça. Et pour le ramener dans l'axe, c'est toujours plus compliqué. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Alors que quand la graine, elle est mise au début et que, tu vois, là, je vois, on a des bambous là devant nous, là. On pousse droit comme ça, comme les bambous, là. Et là, lui, c'est ce qu'il est en train de faire. En tout cas, j'espère que c'est ce chemin-là qui va suivre. Je te parle même pas pour l'aspect sportif. Il devient pro, c'est tant mieux, c'est ce que tu voulais faire. Mais je sais que ce qu'il est en train de faire via le sport, quand il va faire ce que j'ai fait moi, l'appliquer à sa vie de tous les jours, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Et parce que le sport, ça ment pas. Et pour l'argent, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? L'argent, ils voient de toute façon que, déjà que moi, je me tue à la tâche pour en avoir. Et que quand je l'ai, c'est pas pour du bling-bling, encore une fois, c'est pour faire des choses pour nous. Tu vois? Ils comprennent ils savent c'est quoi le loyer qu'on est en train de payer là. Qu'est-ce que ça représente. D'accord. Et que pour aller payer ce loyer, moi là, si je suis en France, c'est pour qu'on soit à l'aise et que, tu vois, ils comprennent les phases où moi je pars assez longtemps, où je pars à 6h du matin. Ça, ils le savent. Tu leur expliques. Ah ouais, à fond. Et ils ont pas tout ce qu'ils veulent, même s'ils pourraient. Tu vois, parce que je pense, moi, et je trouve que c'est nécessaire d'avoir un minimum de frustration, tu vois, pour pouvoir apprécier les choses. Et eux, non, je t'ai dit, même si là, ils sont dans un milieu privilégié et qui côtoient des gens, des petits qui sont à d'autres niveaux, moi, je vais faire en sorte de leur amener, tu vois, le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, vois, ça, tu vois ce que tu vois avec tes copains et tout, ça, c'est possible de l'atteindre. Regarde, on n'y est pas encore, mais on est avec eux, on est là, et toi, tu peux y aller. Mais à la base, rappelle-toi, nous, on vient pas de Calabasas, là, on vient pas de, tu vois, voilà d'où on vient. Tu les ramènes à Saint-Cyr et tout, pour qu'ils voient bien sûr. Quand ils vont chez la grand-mère et tout, ils sont avec les cousins, et ils sont dedans, Nous, on est entre Saint-Cyr, Guyancourt, Trappes, justement, c'est notre secteur, donc bien sûr qu'ils y vont. D'accord. Et ils savent, et ils comprennent. Et là, tu vois, ma prochaine étape, c'est d'aller au Sénégal et au Bénin. Là, tu fais une parfaite transition, parce que là, tu vas bientôt partir, et la dernière question, c'est lié à l'Afrique. C'est quoi tes projets par rapport à l'Afrique? C'est d'essayer d'aller amener toute mon expérience. Et je vais pas arriver en disant il faut que mon expérience elle serve à ça, il faut faire ça. Non, je vais venir avec mon expérience et eux vont me dire où elle peut être le plus utile, la plus utile. D'accord. C'est vraiment dans cette démarche-là que je vais y aller. Donc toi, t'as dit t'as des origines sénégalaises et béninoises. Ouais. Ok. D'accord. Et t'es déjà allé? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et quand tu dis ton expérience, ça va être dans le sport, dans l'entertainment. Ça va être dans le... Aujourd'hui, je pense que tu as acquis des connaissances, qui vont au-delà même du sport. Et c'est tout ça que je veux essayer d'apporter. D'accord. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont en chantier justement dans nos pays. Et si on peut prendre des directions qui soient les meilleures possibles, le plus tôt possible, et que moi, je peux faire partie de ceux qui vont donner ces directions, ça sera
Et tu sens aux États-Unis cet attrait, cette appétence-là, ou bien cette volonté qu'ils ont de découvrir l'Afrique? Ouais, de plus en plus. Ouais. Ouais, à fond. À fond. Parce que tu peux être le pont. En fait, moi, c'est comme ça que je réfléchis aujourd'hui, mais... C'est ce qu'on va essayer de faire, tu vois. Et c'est fou parce que, tu vois, tu me dis ça, il y a 2-3 ans. En fait, quand mon fils, il a commencé à être sérieux dans le football américain. Ok. Et je réfléchissais justement à faire, je faisais le parallèle avec la NBA. Ouais. On a la balle, là, tu vois, la NBA Afrique. Ouais. Et donc, pas mal de joueurs, maintenant, de plus en plus, en tout cas, joueurs africains qui évoluent en NBA. Ouais. Mais si tu prends la NFL, ouais. Pas encore. Et là, t'as vu que cette semaine-là... Mais j'ai vu la vidéo là. Toi aussi, tu l'as vu. J'ai vu la vidéo là. NFL en Afrique. Ouais. NFL en Afrique. Ouais. Et tu vois, tout ce qu'ils décrivent, c'est... J'en parlais justement avec Geoffrey, le docteur de la NBA là. Okay. Qui, lui, justement, ils l'ont pris, lui, parce qu'il est francophone et qui sera amené, lui, à s'occuper de la balle. Ok. Donc, comme la balle, elle est chapeautée par la NBA, lui, il est sous un contrat NBA, mais pour être déployé sur l'Afrique pour gérer justement tout ce qui va être au niveau de la balle. Okay. Et avec lui, tout ce que tu lis là dans le texte là, qui est sous la vidéo de la NFL, c'est exactement ce que je lui disais. Et moi, j'avais fait juste le parallèle par rapport aux lutteurs sénégalais. Okay. Maintenant que je suis en train de connaître et en train de voir le football américain, j'étais en train de lui dire, écoute, tu prends un lutteur sénégalais là, tu le mets en offensive ou defensive lineman, c'est son taf. Les mecs là, comment ils sont explosifs, massifs, tu lui dis à lui, personne touche le quarterback derrière, mais il y a personne qui passe. Parce que les qualités physiques, ils les ont déjà eux. Okay. Maintenant, tu les adaptes au football américain, mais c'est fini. Il y a un vrai business. Mais de dingue. Oui. De dingue. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu là qu'ils avaient octroyé 30 places pour les combines pour 30 athlètes africains. Les combines, c'est les tests physiques qu'ils font avant la NFL, avant d'entrer en NFL ou en NBA. D'accord. Et là, il y a 30 athlètes africains qui vont y aller. Okay. Je me suis dit, mais ça y est, ils m'ont. Il y a quelqu'un qui est rentré là-dedans, il est en train de faire tout ce que j'ai dit là. Et comment tu vas faire pour te positionner alors? Non, mais le truc, c'est que c'est le début là. Ouais. C'est en train de commencer. Et encore temps. Moi, tu vois, j'ai passé des diplômes, des certifications là justement pour pouvoir coacher au niveau du football américain. Enfin, moi, je veux même pas coacher. À la base, c'était juste pour être sur la ligne de touche avec mon fils, tu vois. Ok. Et là, c'est parfait. Je vais essayer justement de monter en compétence dans ce domaine-là pour pouvoir à un moment donné justement être le pont, et s'il y a besoin de connaissances au niveau du football américain en Afrique, moi je suis français, francophone, africain, évoluant aux États-Unis, donc j'ai vu le sport de près. Moi j'ai préparé des joueurs qui aujourd'hui sont en collège, en passe de senior NFL. J'espère pour eux, d'ici 2 ans, on devrait avoir au moins 3 joueurs de Calabasas High School en NFL. On en a déjà un, Darnay Holmes, qui est aux Giants. Et le fait justement de côtoyer tout ça, de prendre en connaissance, ça sera parfait quand il va falloir du personnel qualifié pour aller... Mais parce que j'ai remarqué, on a fait un épisode avec Yann Balikouzou, qui est agent de basket, agent de joueurs, et aujourd'hui, il est salarié d'une entreprise, d'une grosse agence aux États-Unis, et ils l'ont recruté pour ça, pour aller chercher, sourcer des talents en Afrique. Et donc là, il y a une opportunité énorme. Là. Ouais. Énorme. Et pour l'instant, l'Afrique, il y a pas encore, on n'a pas encore d'Africains. Il y a un Ghanéen, Nigérian, mais je veux dire, c'est pas la norme. Ok. Donc ça va peut-être être si tu vois un flux de joueurs africains vers la NFL, tu penses on va trouver des solutions en tout cas. Mais ça, je le note bien. Dernière question, parce que tu dois partir. Qu'est-ce que tu veux absolument que notre audience, qui est la jeunesse noire de la diaspora, qu'elle retienne de cet échange? Ou plutôt, toi qui as vu un peu ce qui se passe aux États-Unis, quel message tu as envie de leur laisser absolument à cette jeunesse noire qui est en France? C'est de penser que dans tout ce que vous entreprenez, ce que vous représentez, ça va au-delà que votre personne. Tu vois, il y a une couleur qu'on porte, et ça, on peut pas faire autrement. Et forcément, quand on va se présenter dans des hautes instances, face à des gens pour faire du business, même si, oui, je suis français, etc., on représente quelque chose. Et on représente des gens. Et on le voit à l'effet inverse. Quand des Noirs font des choses mal, ça nous retombe dessus aussi.
Donc moi, je vous pousse à avoir conscience de ça. Parce que c'est ça aussi, des fois, on n'en a même pas conscience. De la même manière que moi, je te disais, j'avais pas conscience que j'inspirais les gens, Mhm. j'ai pris conscience que très récemment, que ouais, c'est plus que moi. Et j'en ai pris conscience parce que il y a une école à Bamako qui m'a pris des livres. Ok. Et ils ont fait un reportage sur moi et tout. Et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est vrai en plus. Moi, j'étais là en train de sortir mon livre en France et tout, mais Le les pays potentiel, il est francophones. énorme. Mais ouais, Ben oui. mais ouais. Et donc là, je vais même aller à Bamako parce que maintenant, toutes les écoles françaises de Bamako vont avoir mon livre. Et là, je suis en train de faire les démarches avec une université au Sénégal. Ok. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, moi, quand je parle, c'est pas Coach Joe, le français. Non, là, je suis en train aussi de parler à l'Afrique. Mhm. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et c'est ça qui m'a fait accélérer toutes les démarches. Tu vois, je suis en train de faire ma carte d'identité, mon passeport sénégalais, béninois, pour que tout soit plus facilité. Ouvert. Ben ouais. Plus besoin de visa, Ben ouais, tu rentres exactement. partout. Ben oui. Exactement. Donc, ouais, prenez conscience que quand vous entreprenez, ou en tous les cas, même quand vous marchez dans la rue, Mhm. vous représentez quelque chose plus grand que votre personne. Mhm. Stop. Merci en tout cas, Joël. Mais de rien. On te suit. rien. On Merci espère bien. vraiment que tu vas atteindre ton Kilimandjaro. Ouais, ouais, nous, on ouais. est là si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'était un plaisir, une discussion très agréable qui, j'espère, va en motiver certains. Et plus que la motivation, comme je le disais, vous donnera une certaine discipline dans vos actions. On est ensemble. Et à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pardon. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde.